Pour ce numéro de votre émission, le débat, la rédaction de l'Intelligent TV a fait le choix de donner la parole à la jeunesse qui représente 75,6% de la population ivoirienne selon les données du dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Objectif, recueillir leur regard sur le processus électoral en cours et qui doit aboutir à l'élection présidentielle en octobre 2025. Qu'en pensent-ils? Se sentent-ils concernés et rassurés par le processus en cours en Côte d'Ivoire? Le débat est ouvert sur l'Intelligent TV. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Un sujet qui concerne les jeunes, sans les jeunes, sera en réalité contre les jeunes. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'inviter uniquement sur ce plateau des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Ils sont au nombre de 2 et c'est avec eux que nous ferons le débat sur cette thématique aussi d'actualité. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-François Kouassi. Il est candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Jean-François, bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Merci d'avoir honoré l'invitation de l'Intelligent TV. Merci de votre invitation. Merci de nous avoir invités. Et l'autre invité est aussi jeune, comme toutes ces personnes présentes sur ce plateau. Il s'agit de Chifol Idriss Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Khalil. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes PCA de l'Alliance ivoirienne pour les actions coordonnées, l'AIPAC, c'est bien ça? En effet, M. Khalil, eh bien, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie l'Intelligent TV d'offrir toujours la parole à la jeunesse. Parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous représentons 75% de la population ivoirienne et donc une force motrice qu'il faut valoriser. Et donc, ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Je remercie l'Intelligent TV pour cette initiative-là à l'endroit de la jeunesse, de nous permettre toujours de nous prononcer. Et à vous aussi, merci. Merci d'avoir accepté de venir parler, de venir vous faire entendre. Merci. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Plusieurs personnes ont été contactées, mais n'ont pas montré un signe, on va dire, qui pourrait nous faire comprendre qu'elles sont disposées à venir débattre autour de cette thématique. En tout cas, on vous dit merci. Merci d'être là. Merci de venir pour qu'on puisse faire le débat. Et nous allons commencer le débat avec la participation et l'intérêt des jeunes pour les élections en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, la jeunesse ivoirienne, c'est 75,6% de la population. Mais sur la liste électorale, c'est près de 30% des jeunes qui sont inscrits et qui ont l'âge compris entre 18 et 35 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette faible représentation de la jeunesse, des jeunes sur le fichier électoral? Président. On va dire président Jean-François Kouassi. Alors, merci Khalil. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse représente la plus grande frange de la population, comme vous n'avez pas manqué de le souligner. Mais cette jeunesse se retrouve être prise en otage. Oui, cette jeunesse, elle est victime... Prise en otage par qui? Elle est prise en otage par un passé. Par un passé, par des crises qu'elle a déjà vécues. Oui, parce que cette jeunesse, elle est traumatisée. Elle a un mauvais cliché de la politique. Et plus particulièrement du processus électoral, parce qu'à chaque élection, dans notre pays, il y a des crises. Aucune élection depuis le père fondateur dans notre pays ne s'est déroulée sans qu'il y ait d'incidents majeurs. Toutes les élections que notre pays a connues depuis 1995, avec le président Védié, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des morts. Toujours des morts. Et la plus grave crise, c'est celle de 2010. Donc, vous comprenez? Donc, au regard de tout ça, les jeunes ne peuvent pas se sentir concernés. Les jeunes ont peur. Bah, ils se disent que, puisque c'est les élections
qui sont source, qui sont cause de crise, de mort, donc autant nous en détourner. Donc l'environnement politique de notre pays, c'est un environnement qui est malsain. Voilà. Et les jeunes ont comment dirais-je, une appréhension, les jeunes ont un regard diabolique de la politique. D'accord. Alors, Chiffol, c'est le même regard que vous avez sur cette faible participation des jeunes aux élections qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Eh bien, approximativement, hein, voilà, on va pratiquement dans le même sens. Comme il a évoqué tout à l'heure, il faut réévaluer le regard que la jeunesse a de la politique et surtout la compréhension que la jeunesse a de la chose politique. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui on a peut-être 30% des jeunes inscrits sur la liste électorale, c'est certainement l'intérêt que les jeunes ont pour la politique. S'ils comprenaient ce que c'est que la chose politique, il s'agit en réalité de la gestion de la cité. Quand on parle de politique, ce n'est pas exclusivement le fait d'appartenir à un parti politique. Non, mais c'est la science de la gestion de la cité. Et donc, aller s'inscrire sur la liste électorale va vous donner la possibilité de vous exprimer, de participer à la vie de la nation. Je pense que si on leur explique la politique sous ce vocable-là, progressivement, les jeunes vont s'intéresser et puis on va remarquer une participation un peu plus croissante de cette frange-là de la population aux différentes élections et surtout sur la liste électorale. Donc, c'est principalement l'explication qu'on peut donner dans ce sens-là. Sinon, tout de même, on ne va pas comprendre qu'il y a au moins 75% dans le recensement et qu'au niveau de la liste électorale, on est à peu près 30%. Voilà, donc peut-être même qu'à la fin, ce sera peut-être de revoir le système même de l'enrôlement. Est-ce que ce sera par, comment on appelle, par téléversement automatique? À partir du moment où tu as la majorité, tu es téléversé systématiquement sur la liste électorale, de sorte à ce que les gens, comment on appelle, participent progressivement, comprennent l'importance de la chose politique dans la vie de la nation. Voilà. Alors, Président, est-ce qu'il faut revoir le système d'enrôlement comme l'a proposé Chiffol Idriss le téléversement ou pas, pour permettre le basculement ou pas, bon là encore, ça pose un problème, hein, un problème de crédibilité. Justement, et ça fait l'objet d'un débat et la plupart des partis politiques, des parties prenantes ne sont pas d'accord, n'ont pas réussi à s'accorder sur ça. Parce que si on peut téléverser comme ça les gens de manière systématique, après on ne sait pas qui est vraiment, qui est réellement, comment dirais-je, ivoirien, qui figure sur la liste. Est-ce que ce ne sont pas des personnes fictives qui ont été aussi téléversées? C'est le défi qu'il y a à ce niveau, parce que il est important qu'on envisage aussi cette option, mais je ne pense pas que ce soit tout de suite la meilleure, d'autant plus que notre je veux dire, état civil, nos services de l'état civil ne sont pas assez fiables. Donc c'est à ce niveau qu'il y a complication, parce qu'il y a une... Pourquoi vous pensez que notre état civil n'est pas assez fiable? Oui, justement, il y a une fraude massive, c'est pas moi qui le dis. Tout récemment, ils ont épinglé des gens qui fraudaient massivement sur notre nationalité. Il y a la fraude à la nationalité ivoirienne, des gens qui sont retrouvés avec des passeports ivoiriens. Bon, imaginez-vous ces personnes, si on devrait les faire toutes basculer de manière automatique sur notre fichier électoral, tandis que dans le fond, ce ne sont pas des Ivoiriens. Vous voyez ce que ça peut créer. Donc, c'est une bonne idée, mais nous n'en sommes pas encore là. Et je pense que ça va prendre du temps, de sorte à ce qu'on sécurise d'abord l'état civil ivoirien. Voilà, quand on sait un Ivoirien, on sait qu'il est vraiment Ivoirien, il a ses papiers en bonne et due forme. C'est un vrai citoyen authentique. C'est ainsi qu'on pourra tendre vers cela. Maintenant, pour ce qui est de l'éducation, de l'éducation civique dont il a parlé, pour que les Ivoiriens aient cette conscience citoyenne, pour qu'ils aient cette conscience politique, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on éduque les Ivoiriens à la citoyenneté. Vous êtes jeune, est-ce que vous croyez, on va dire, encore au pouvoir de votre vote, vous en tant que jeune, Chiffol? Oui, naturellement. Si on est inscrit sur la liste électorale, si on participe au processus électoral,
Mais bien évidemment que, comment on appelle le pouvoir, on a la possibilité d'exprimer notre voix. Et donc, naturellement, c'est un pouvoir qui nous est conféré dans ce sens-là. Mais tout d'abord, l'élément essentiel, c'est de figurer sur les fichiers électoraux. C'est de figurer sur ces fichiers-là et de pouvoir exprimer sa voix Justement, dans le cadre des référendums, dans le cadre d'élections locales, présidentielles, ainsi de suite. avec le constat qu'on fait où les jeunes ne sont pas massivement sur la liste électorale, est-ce que c'est quand même un élément, élément factuel sur lequel on peut se fonder pour dire quelque part que les jeunes ne croient pas forcément au pouvoir de la vote, n'est-ce pas? Oui, ça pourrait expliquer. Ça pourrait expliquer. Peut-être que... Mais je ne pense pas que ce soit parce que les jeunes ne croient pas au pouvoir de leur vote. Je pense qu'il y a une rupture de confiance entre la jeunesse et la chose politique. C'est ce que j'expliquais tantôt. C'est pas parce que les jeunes ne croient pas au pouvoir de leur vote, mais simplement parce qu'il y a une rupture de confiance entre eux et la chose politique, parce qu'ils ne comprennent pas en réalité de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de politique, d'élection, de référendum, quand on parle de participation citoyenne. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut expliquer progressivement aux gens. Il faut une éducation à la chose politique, voilà, comme il faut vous l'avez dit. une éducation véritable à la chose politique. Ça, j'avais prévu ça peut-être dans l'autre thème, mais je pense qu'on va y arriver. Mais moi, je suis convaincu que ce dont il s'agit prioritairement en Côte d'Ivoire, c'est de l'éducation politique de la masse populaire, principalement la jeunesse. Une fois qu'on y parvient, forcément que la voix dont on parle tant de la jeunesse, qui serait minimisée, aura un poids. Mais tout d'abord, il faut que cette jeunesse-là, on l'encourage, on fasse en sorte qu'une confiance soit rétablie entre la jeunesse et la chose politique. Si on y parvient, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, alors je voudrais qu'on puisse à présent aborder le sujet de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. Vous le savez, nous sommes à une étape très importante de ce processus. On a la liste électorale provisoire qui a été publiée, le contentieux a été ouvert et la CEI a fait une communication récemment pour indiquer que dans le mois de juin, on aura la liste électorale définitive. Est-ce que le processus électoral actuel donne réellement des garanties de transparence, d'équité? Jean-François. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Effectivement, c'est une question de confiance et d'éducation. Mais au-delà, la question de confiance, elle est primordiale. Parce que quand on se dit que qu'on aille voter ou pas, qu'on se fasse enrôler ou pas, cela ne changera rien à la donne. Quand on se dit que les dés sont déjà pipés, on connaît déjà le vainqueur. Tant le système, comment dirais-je, le processus est biaisé d'avance. Mais on ne peut pas aller voter. Parce que j'aille me faire enrôler ou pas, ça ne va rien changer à la chose. Et quand on se dit ça déjà, on ne peut pas y aller. Donc il y a une crise de confiance, effectivement. Il y a une crise de confiance en nos institutions, il y a une crise de confiance en nos gouvernants, il y a une crise de confiance en notre politique. Alors, si on vous comprend bien, pour vous, le processus électoral qui est en cours ne vous donne pas de garantie pour ce qui est de sa transparence, de son équité, c'est ça? C'est pas mon avis personnel, mais c'est l'un des facteurs qui pourrait expliquer. Mais votre avis, c'est lequel sur le processus électoral en cours? Est-ce que vous pensez que ce processus électoral qui est en cours en Côte d'Ivoire donne réellement des garanties de transparence, d'équité, vous en tant que jeune? En tant que jeune... Et qui aspire aussi à présider aux destinées de la Côte d'Ivoire, parce que, comme je l'ai dit à l'entame, vous êtes candidat déclaré à l'élection présidentielle. D'accord, merci M. Khalil. En tant que jeune, moi personnellement, je n'ai pas de problème avec le processus électoral. Mais je me dis qu'il y a des partis politiques dans notre pays, et non des moindres, qui ont décelé des irrégularités sur cette liste électorale et qui ont interpellé nos gouvernants.
pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas en compte leurs requêtes? Ils ont émis des requêtes telles l'audit de la liste électorale, ils ont demandé une nouvelle révision de la liste électorale, mais pourquoi est-ce que le gouvernement, dans un esprit d'apaisement, dans un esprit de désamorcement de la crise, pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend pas en compte ces requêtes? Ce serait bien. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la CEI parce que je n'ai décelé aucune faille. Mais ces partis d'opposition qui sont aussi des grands partis qui drainent des millions d'Ivoiriens. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de problème avec le processus électoral en cours, je voudrais vous prendre au mot parce qu'on a l'occasion de vous suivre sur les réseaux sociaux et on vous entend souvent réclamer, demander à la CEI d'engager une nouvelle révision de la liste électorale. Voilà, est-ce que quand vous le faites, quand vous mettez en avant cette requête, c'est aussi une manière pour vous de vous interroger sur la transparence, l'équité du processus électoral? Non, pas sur la transparence, pas sur la crédibilité du processus électoral. Je m'interroge surtout sur, comment dirais-je, l'injustice qui est faite à ces millions de jeunes Ivoiriens qui ont maintenant un candidat que je suis. Voilà, parce que la révision de la liste électorale précédente, nombreux n'y étaient pas intéressés parce qu'ils n'avaient pas cette figure représentative, ce candidat en qui ils s'identifient, ils s'y reconnaissent. Et maintenant qu'il y a ce candidat, et nombreux sont ces jeunes qui ne sont pas fait inscrits sur cette liste électorale. Donc il est opportun qu'il y ait une nouvelle révision de la liste électorale pour que, puisqu'ils ont un candidat maintenant, ils puissent s'inscrire pour pouvoir lui accorder le parrainage et pour pouvoir lui aussi le voter dans les urnes. C'est tout. Sinon, au niveau de la liste électorale, moi, je n'ai décelé, je n'ai découvert aucune irrégularité. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire à ce sujet. Mais de manière générale, les jeunes n'ont pas confiance au processus. Ils n'ont pas confiance en l'appareil. D'où leur réticence à aller se faire enrôler, d'où leur absence massive sur les listes électorales. Alors, Chifol, est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes rassuré par le processus électoral? Est-ce que ça vous donne des garanties de transparence, d'équité? Monsieur Khalil, personnellement, vous savez, jusque-là, je n'ai pas encore vu, moi, en tant qu'électeur, pas en tant que candidat, en tant qu'électeur, je n'ai pas encore vu l'élément factuel qui puisse remettre en question la transparence ou peut-être la crédibilité du processus électoral. Vous savez, monsieur Khalil, les mots sont sensibles. Et je l'ai dit ici une fois sur votre plateau de télévision, l'une de notre responsabilités essentielles réside dans les mots que nous utilisons dans nos discours, surtout en ces temps sensibles que traverse la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut définir ce que c'est que la transparence. La transparence s'entend par la capacité à accéder librement et clairement aux informations, aux décisions, et donc l'accès aux médias publics, la libre expression des opinions, et ainsi de suite. Est-ce que c'est le cas? Oui, en Côte d'Ivoire, présentement, c'est le cas. La preuve en est que nous sommes sur votre plateau de télévision aujourd'hui. La preuve en est que la critique, elle est populaire aujourd'hui à l'encontre des différentes institutions qui sont en charge d'organiser les élections. Les différents partis politiques expriment leur voix, leurs opinions, et ainsi de suite. Donc moi, je me dis qu'il y a tout de même un accès libre. Il y a eu une période de contentieux électoral qui a été ouverte, qui pour moi constitue l'audit populaire en quelque sorte de la liste électorale. Période pendant laquelle on a permis à toute personne qui supposerait qu'il y aurait peut-être des irrégularités dans la liste électorale, d'intenter des requêtes auprès de la CEI pour qu'on puisse, comment dirais-je, assainir cette liste électorale-là. À la fin du processus, on s'est retrouvé avec, je pense, 12 000 requêtes. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes tout de même qui ont saisi la CEI parce qu'elles estiment qu'il y a des irrégularités. Donc cette période-là s'est soldée par des requêtes qui ont été déposées auprès de la CEI. Donc tout de même, 11 000. Donc tout de même, M. Khalil, je me dis qu'au regard de tout ça, on pourrait tout de même dire qu'il y a une certaine transparence, non seulement dans le processus électoral, mais une certaine transparence en ce sens que la liberté d'expression, l'accès aux différents médias,
l'expression plurielle est de plus en plus réelle. Ce sont des acquis que nous encourageons. Ce sont des acquis, des fondamentaux pour lesquels nous nous battons et que nous encourageons, nous félicitons. Donc, M. Khalil, en tant que jeune leader, je vais rassurer la jeunesse pour leur dire d'avoir confiance en nos institutions, de faire en sorte que par nos discours, nous puissions rassurer, nous puissions faire confiance en nos institutions. Si nous décelons peut-être des choses à améliorer, il faut faire des propositions parce que de toutes les manières, nous sommes inscrits dans une perspective d'évolution continue. La perfection n'est jamais atteinte. Tout à l'heure, j'ai proposé le système, par exemple, comment on appelle, de basculement. Si on parvient à ce système de basculement-là, on peut peut-être voir quelles sont les balises, les éléments pratiques, les modalités pratiques de mise en exécution de ce système-là, de sorte à ce qu'ils servent naturellement à la Côte d'Ivoire. Donc, la transparence, pour moi, c'est une réalité. La crédibilité, il faut l'analyser en ce sens que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un rapport conflictuel entre le politique et le constitutionnel. Le constitutionnel qui cherche à dompter le politique et le politique qui cherche toujours à dompter le constitutionnel. En ce sens que les hommes politiques, il y a toujours une interprétation à géométrie variable dans le monde politique. Donc on n'est jamais dans l'impartialité, on n'est jamais dans l'analyse impartiale des choses. Donc la crédibilité pourrait être relative. Pour moi, le système il est transparent, il est crédible. Faisons confiance en ce système-là. Pourtant, Jean-François ne fait pas confiance à ce système-là. Moi, j'ai confiance au système. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. À mon niveau personnel, il n'y a pas de problème. Mais ces partis politiques qui ont décelé des irrégularités, je pense que leur requête mérite d'être prise en compte. Voilà. Et c'est dans l'entendement général des populations, cette crise de confiance qu'elles ont envers l'institution qui organise les élections, la CEI. Alors, ces partis politiques en question ont détecté 6 millions de personnes inscrites indûment sur la liste électorale. Oui. Pourtant, Chiffol l'a indiqué, il y en a eu seulement 11 000 requêtes qui ont été introduites à la CEI. Il y avait le contentieux qui avait été ouvert. On n'a eu que 11 000 requêtes. Alors, le contentieux, ça résolvait ce problème d'audit de la liste électorale, n'est-ce pas? Bon, d'aucuns diraient que le contentieux est un audit populaire, d'autres diraient que non, c'est juste un contentieux, c'est juste un petit moment de, comment dirais-je, de vérification, de modification personnelle et de réclamation personnelle. Tandis que les partis politiques, eux, ils en appellent à un audit de la liste électorale. Ça veut dire un toilettage complet de la liste électorale, sous prétexte qu'ils auraient des preuves de l'existence de plus de 6 millions de personnes indûment inscrites. Donc, mais à 6 millions, c'est grave. Ça quand même mérite Est-ce que pour vous, cet audit est nécessaire quand on sait qu'il y a eu une période de contentieux qui avait été ouverte pour donner l'occasion à tout citoyen de demander la radiation d'une personne considérée comme irrégulière sur la liste électorale? L'audit, elle est nécessaire. Les partis politiques, l'audit, il est nécessaire. Un audit, il est nécessaire. Les partis politiques qui réclament cet audit, ils ont bien leurs raisons qui sont aussi valables. Mais moi, ce que je voudrais demander, est-ce que, au regard de toutes les crises que notre pays a connues, que notre pays a traversées, est-ce qu'on peut se permettre le luxe d'une nouvelle crise? Ça nous coûte quoi? Qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça coûte à nos autorités d'accéder à la requête des partis d'opposition? Qu'est-ce que ça coûte à nos autorités qu'il y ait un audit de la liste électorale? Qu'est-ce que ça leur coûte? D'autant plus que c'est le contribuable ivoirien qui paye pour cela. Qu'est-ce que ça nous coûte de le faire? Si ça peut aider à restaurer la confiance entre les partis d'opposition et le pouvoir en place, et aussi avec l'institution même qui organise les élections.
Parce que c'est important. Je pense que c'est un événement majeur. C'est un élément majeur dans cette élection présidentielle, dans ce processus électoral. Parce que ça ne sert à rien de courir, de se précipiter, aller aux élections, tandis que l'institution chargée d'organiser les élections est déjà remise en cause, est déjà discréditée. Sa crédibilité ne fait pas, comment dirais-je, l'objet d'unanimité. La CEI ne vous inspire pas confiance? Moi, la CEI, je n'ai pas de problème avec la CEI, mais j'estime que... Vous n'avez pas de problème, vous mettez en avant les problèmes des autres. Oui, mais bien sûr. Comme quelqu'un qui se cachait derrière les problèmes des autres pour dénoncer, critiquer la CEI. Moi, je n'ai pas de problème avec la CEI. Vous savez, M. Khalil, comme c'est de la jeunesse qu'on parle, c'est de la jeunesse dont il s'agit. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire ne brûlera plus. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse dont on parle, c'est-à-dire nous, on a quand même compris assez de choses, on a quand même compris beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire ne va plus brûler, c'est le souhait de tout le monde. Mais Jean-François a mis quand même certains éléments sur la table. Vous savez, concernant l'audit qui est réclamé par la partie de l'opposition, la nouvelle révision de la liste électorale qui est demandée par l'opposition, ce sont des requêtes auxquelles la CEI n'a pas accédé jusqu'à présent. Et certains estiment que si on reste dans cette situation, ça pourrait nous conduire à des tensions vous étiez en train de me dire qu'il y aurait tout de même 6 millions de personnes qui seraient inscrites sur la liste électorale, qui seraient indûment inscrites sur la liste électorale. Selon les partis politiques de l'opposition. On est d'accord, il n'y a pas de souci. 6 millions de personnes qui seraient indûment inscrites sur la liste électorale, d'accord. Donc, ça suppose qu'on a les preuves de ces affirmations. Ça suppose que factuellement, on est capable de démontrer cela. D'accord. On finit la révision de la liste électorale et on ouvre la période du contentieux. Et on permet maintenant de venir saisir la CEI quant à ces personnes-là, quant à ces irrégularités-là qu'on aurait constatées. Et vous affirmez en même temps, tout à l'heure, vous dites, de toutes les façons, ce sont des chiffres officiels, on dit qu'à la fin du processus de contentieux, on s'est retrouvé avec 11 000 requêtes. Oui. Vous ne trouvez pas tout de même une cassure, une contradiction, entre le fait qu'on ait constaté 6 millions de personnes indûment inscrites sur la liste électorale et 11 000 requêtes reçues. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit de toutes les manières, il y a toujours eu un conflit entre l'homme politique et la loi. Parce que l'homme politique, de toutes les manières, interprétera la loi en sa faveur. La règle juridique, la loi est impersonnelle. Elle est prise pour tout le monde. À partir du moment où les conséquences vous frappent, naturellement, vous êtes en mesure de contester. C'est une décision, vous êtes en mesure de contester, mais il faut retenir tout de même qu'il y a toujours eu ce conflit-là entre l'homme politique et la loi. Voilà. Donc, moi, personnellement, sur la question de la transparence et de la crédibilité du processus électoral, je n'ai pas encore, je vous l'ai affirmé, je le réaffirme, je n'ai pas encore vu, honnêtement, ces éléments-là qui pourraient, moi, me décourager, dire que ce processus-là, il n'est pas transparent et il n'est pas crédible. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je prononcerais des discours qui vont peut-être emmener à comment dirais-je. Alors, voilà. Certains pourront dire aussi que ce processus n'est pas transparent, n'est pas crédible, n'est pas équitable parce que les leaders de l'opposition ne sont pas autorisés à compétir à cette compétition parce que ne figurent pas sur la liste électorale. On avait d'abord le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume qui, comme on le sait depuis des années, ne sont pas sur la liste électorale. Depuis hier, mardi 22 avril 2025, Tidjane Thiam n'est plus autorisé à être sur la liste électorale. Voilà que presque tous les leaders de l'opposition ne pourront pas compétir à cette élection présidentielle. Ça pourrait être mis en avant par certains pour dire que le processus électoral n'est pas transparent, n'est pas crédible, n'est pas équitable. Jean-François. Merci M. Khalil. Et comme vous l'avez dit, effectivement, depuis hier, la décision de justice elle est tombée
qui sanctionne la radiation du président du PDC RDA. Pour vous, ces différentes radiations, celles de Thiam, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soroguom, est-ce que ces différentes radiations discréditent le processus électoral qui est en cours? Ces différentes radiations ne discréditent pas la CEI, mais elles discréditent nos institutions de la République, elles discréditent la démocratie, elles discréditent notre justice. Parce que là, c'est une justice qui est instrumentalisée, c'est une justice qui est aux ordres. Et c'est déplorable qu'à la veille d'élections aussi importantes, aussi majeures, que la justice, de manière arbitraire, s'invite dans un processus et se permette d'évincer des adversaires, des potentiels adversaires. Et c'est cette manière de faire la politique que nous les jeunes, nous refusons. C'est cette manière de faire la politique qu'on recuse, on ne veut plus. Parce qu'elle nous a causé beaucoup de tort par le passé. Vous voyez, elle nous a causé la crise, la rébellion de 2002. Avant ça, elle nous a causé, des crises de 95, le coup d'État de 99 et la crise encore de 2010. Tout ça est parti de l'exclusion de potentiels candidats à l'élection présidentielle. Alors donc vous indiquez que ces radiations de ces personnalités politiques sont politiquement motivées. Oui, justement. C'est le parti au pouvoir qui veut, de manière arbitraire... Est-ce que vous avez des éléments factuels, des preuves pour justifier vos affirmations? Parce qu'il ne faudrait pas venir sur le plateau et puis accuser le parti au pouvoir comme ça. Non, quels sont vos éléments de preuve? Quelles sont vos preuves pour dire que la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, l'absence de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro relève d'une action du pouvoir en place? Mais de toute évidence, bien sûr, de toute évidence. Parce que pourquoi est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme, qui a ordonné la réintégration du président Guillaume Soro sur la liste électorale, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi cette même Cour africaine des droits de l'homme qui a ordonné la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, pourquoi cela n'a pas été fait? Tandis que la Côte d'Ivoire même était partie prenante, était membre de cette Cour africaine des droits de l'homme. Elle-même, elle a ratifié les accords, les conventions de cette Cour. Maintenant, cette Cour lui donne injonction, leur donne de réinscrire ces potentiels candidats à l'élection présidentielle sur la liste électorale et elle refuse. Et en même temps, par la suite, elle se retire de cette Cour. Cette même Cour qu'elle a adoubée hier. Mais voilà, ce 2 poids 2 mesures, c'est ce qui m'amène à dire que, mais écoutez, toutes ces décisions sont des décisions politiquement motivées et contre lesquelles je proteste vigoureusement avec la plus grande énergie parce que je souhaiterais qu'on rétablisse tous ces potentiels leaders dans leurs droits. Pour qu'on ait une élection inclusive. Qu'on ait une élection inclusive. Parce qu'il ne s'agit pas de dire allons à des élections apaisées, allons à des élections apaisées. Ce n'est pas un vœu pieux, mais il faut qu'on pose des actes. Il faut qu'on prenne des actions concrètes qui vont dans le sens de l'apaisement. Moi, je n'invite aucun jeune à la violence. Bien au contraire, je prêche toujours des valeurs de paix, de non-violence. Mais il appartient aussi aux politiques, surtout à nos gouvernants actuels, de prendre des actions, de mener des actions, des actes qui vont dans le sens de l'apaisement. On vous a compris. Alors, Chifol, pensez-vous qu'on va réellement à une élection présidentielle crédible quand on sait que certains leaders politiques ne pourront pas participer à cette élection, notamment Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Soroguom et maintenant Tidjane Thiam? Est-ce que, avec cette absence d'inclusivité dans cette élection, elle vous paraît crédible? Écoutez, M. Khalil, je le disais tout à l'heure dans vos locaux, ce que nous encourageons, surtout pour les jeunes, c'est la participation éclairée à la démocratie. La participation éclairée suppose
qu'on connaît ce que c'est que la chose démocratique et qu'on maîtrise, on connaît tout de même les lois de notre pays. Nous sommes dans un pays qui est sous la République, avec pour précepte fondamental la séparation des pouvoirs. Du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, et ainsi de suite. Quand on prend la loi, quand je prends la loi de manière impartiale, c'est-à-dire que la décision d'hier qui est rendue, moi je vais faire des recherches de manière responsable et impartiale. Je me dis, est-ce que la décision qui vient d'être rendue par le juge, elle est légalement fondée? Oui, je me rends compte que effectivement, il y a l'article 48, c'est ça, du Code de la nationalité, qui dit qu'il faut l'Ivoirien, tout Ivoirien majeur, qui renonce à sa, qui a une nationalité tierce, perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Ok, dans le cas, est-ce que l'homme dont il s'agit a acquis notre nationalité? Oui, en 1987, il y a eu un décret de naturalisation de la personne. D'accord. Donc ça veut dire qu'automatiquement, elle perd la nationalité ivoirienne. Et j'essaie d'analyser, et je vous assure même que j'ai même contacté des personnes, moi je ne suis pas juriste de formation, j'ai même contacté des personnes, des experts dans ce sens pour savoir si cette décision est fondée. Et toutes les réponses qui me sont venues sont que la décision, elle est fondée. Le juge, ça ne pouvait être autrement que ça. Donc, à partir de cet instant... Donc, pour vous, la loi a été dite. La loi a été dite. Et même, je pense même que les avocats de M. Tidjane Thiam l'ont plus ou moins reconnu, en quelque sorte, la loi a été dite. Donc, à partir de cet instant, je ne peux pas dire qu'il y a eu implication du pouvoir en place. Je ne peux pas dire qu'il y a eu instrumentalisation de la justice. Pourquoi? Parce que, selon mes analyses, la loi a été dite. À partir de cet instant, ce que nous autres devons privilégier, c'est la décision politique, c'est la donne politique, le dialogue politique. Si nous estimons que les personnes qui ont été écartées représentent des personnalités majeures de la scène politique de la Côte d'Ivoire et donc qui drainent une partie de la population ivoirienne, ce que nous allons maintenant encourager en tant que des hommes qui veulent préserver la stabilité en Côte d'Ivoire, qui veulent préserver la quiétude en Côte d'Ivoire, c'est le dialogue politique. C'est de faire en sorte que les hommes politiques puissent entre eux créer un cadre de concertation, d'écoute mutuelle. Qu'ils puissent trouver les solutions, parce qu'ils en sont capables. On a traversé pire, M. Khalil. De 2002 à 2010, on a traversé pire. Si on a été capable de s'asseoir et de discuter, de trouver des solutions politiques, c'est qu'on peut encore trouver des solutions politiques. Donc, ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est le dialogue politique. Et surtout, c'est l'apaisement du discours. L'apaisement du discours politique. Parce que on ne peut pas inclure dans le discours politique les invectives et réclamer un dialogue politique. Vous voyez que ça ne cadre pas. Donc, on apaise d'abord le discours politique et puis on encourage le dialogue politique. Alors si pour vous, la loi a été dite pour le cas des personnalités que nous évoquons sur ce plateau, cela voudrait dire qu'à votre niveau, à votre avis, cela n'entache en rien la crédibilité du scrutin d'octobre 2025. Non, on ne va pas parler de crédibilité. Peut-être d'inclusivité, mais pas de crédibilité, parce que crédibilité impliquerait peut-être même les institutions. Voilà, alors que moi je vous ai dit... Est-ce qu'une élection présidentielle peut être crédible si elle n'est pas inclusive? La crédibilité s'analyse par rapport aux institutions qui organisent l'élection. Elle s'analyse par rapport aux institutions qui organisent l'élection. Donc maintenant, après, on pourra parler peut-être d'inclusivité. Voilà, moi, c'est votre analyse. Voilà, c'est mon analyse sur la question. Mais vice-versa, parce que on ne peut pas parler de crédibilité sans inclusivité. Elle est crédible lorsque on donne la possibilité à tous les acteurs qui ont droit, bien évidemment, de participer. Sachez utiliser les mots. Oui. Sachez utiliser les mots. Justement, quand vous dites qui ont droit, vous êtes en train de faire appel à la loi. À partir du moment où vous faites appel à la loi, non. Si vous dites que ces personnes ont droit, vous devez être capable de démontrer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'allez pas dire qu'ils ont droit
Aussi simplement et partiellement. Non, quand on dit qu'ils ont droit, on fait appel automatiquement à la loi ivoirienne. Donc, à partir de cet instant... On va l'écouter. Voilà. Peut-être qu'il a des... Justement. D'accord. Parce qu'un scrutin, pour moi, ne peut pas être crédible s'il n'est pas, s'il n'est pas inclusif. Non, c'est pas possible. Parce que cela met en cause la crédibilité, cela met en cause la responsabilité des institutions qui organisent le scrutin. Il faut qu'on laisse la possibilité à tous les candidats. Est-ce que ce sont les institutions qui ont retiré les candidats, bien évidemment, les personnalités en bien question? Évidemment, est-ce que ce ne sont pas des notes de la justice? La justice est une institution. Et cette institution que moi je trouve aux ordres, il a parlé de... Mon frère Idriss a parlé tout à l'heure de la séparation des pouvoirs, mais désolé, il n'y a pas de séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'exécutif. Si c'est écrit sur papier, mais dans la réalité, c'est autre chose. Oui, dans la réalité, c'est autre chose. Et c'est d'ailleurs ce que nous, les jeunes, nous combattons. Nous combattons parce que nous voulons instaurer un état de droit dans lequel il y a effectivement la séparation des pouvoirs, où tel gouvernant, pour des raisons personnelles, ne peut pas se servir de la justice pour arbitrairement éliminer un candidat pour régler ses comptes personnels avec une personne. Et c'est cela que je dis non. Le scrutin ne peut pas être crédible s'il n'est pas inclusif. Monsieur Khalil, c'est pas possible. Ces deux comment dirais-je, ces deux notions. Même si c'est la loi qui l'a décidé. Cette loi est aux ordres. C'est ce qui même pose la crédibilité de cette loi. Moi personnellement, je remets en cause notre justice. Notre justice, elle est aux ordres. Notre justice, elle est aux ordres. Bon, finalement, qui est aux ordres? Elle est instrumentalisée. Est-ce la loi qui est aux ordres, la justice qui est aux ordres, ou les hommes qui sont aux ordres? Mais qui finalement est aux ordres? Mais la loi, qui est aux ordres? On est tout de même d'accord que la loi émane du peuple. Mais qui sont ceux qui exercent ça? Qui sont ceux qui font appliquer la loi? Non. On n'en est pas encore à l'application. Mais justement, si on part du principe de l'application, si on part du principe de l'existence de la loi, on va commencer à s'interroger sur l'émanation de la loi. La loi est voilà. l'expression de la volonté générale. C'est un autre débat. Oui. Et monsieur Khalil, je pense qu'aujourd'hui, ce sur quoi le débat porte, c'est la confiance de la jeunesse en un processus électoral, en des institutions. Parmi ces institutions-là, moi, j'intègre également les partis politiques. Et je pense que peut-être ça fait partie de l'un de vos partis, la responsabilité des partis politiques. Exactement. Je vous le dis. On y revient. On a l'impression aujourd'hui que finalement les partis politiques oublient leurs responsabilités. Il y a une responsabilité d'éducation au niveau des partis politiques. Principalement pour la jeunesse, parce que je suis jeune, donc c'est pour la jeunesse que moi je sais. Les partis politiques, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, doivent faciliter en leur sein l'expression de la mouvance juvénile, l'expression de l'apprentissage de la démocratie, de la chose politique en leur sein. Ce que c'est que la chose politique. En tant que science de gestion de la cité, en tant que, ça dit qu'aujourd'hui on doit se dire que faire de la politique, c'est choisir la personne qui présente les bonnes dispositions ou prédispositions pour diriger la nation ou la faire respecter à l'international. À partir du moment où on a compris la chose en ce sens, il faudrait que les partis politiques, en leur sein, puissent faciliter cette éducation politique-là, des jeunes, puissent faciliter cette expression. Et moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que de plus en plus, tout de même, en Côte d'Ivoire, au sein des grands partis politiques, des leaders que nous connaissons, on a des instances de jeunesse qui facilitent l'expression de la voix de la jeunesse en leur sein. On a les associations de jeunesse, du RHDP, l'association de jeunesse au sein du PDCI, du PPACI, et ainsi de suite. Il y a des instances tout de même au sein de ces partis politiques-là qui facilitent l'expression de la jeunesse que nous encourageons. Parce que j'insiste, M. Khalil, la démocratie, c'est la participation éclairée du peuple à la vie de la nation.
La participation éclairée suppose l'éducation des masses, qu'elles comprennent ce que c'est que la politique. C'est très important parce que ce n'est même pas propre à la Côte d'Ivoire, que ce soit la Côte d'Ivoire que partout ailleurs en Afrique subsaharienne principalement. Ce qui complique l'application de la démocratie, c'est que les populations majoritairement ne comprennent pas ce système politique et ont tendance à l'interpréter avec des appréhensions peut-être ethniques, des appréhensions régionalistes, des appréhensions à telle enseigne que finalement on voit cet homme, on soutient cet homme politique, non pas parce que il présente peut-être des bonnes prédispositions à commander aux destinées de notre nation, mais parce que c'est l'un des miens. Est-ce que vous voyez? Donc quand je parle d'éducation politique, ça y va également. D'accord, voilà. On vous avait compris. Jean-François, c'est quoi votre avis sur la responsabilité des partis politiques? Alors, merci pour la question. Monsieur Khalil, voyez-vous, l'État de Côte d'Ivoire finance les partis politiques. Les partis politiques sont financés avec l'argent du contribuable. C'est ça. Et une partie de ce financement est destinée à la formation des jeunes. Donc, là, je dirais que les partis politiques ont quelque part démissionné, d'où leur grande responsabilité. Il faut qu'ils assument leur responsabilité qui est de contribuer à la formation des jeunes. Mais avant même de parler des partis politiques, au-delà, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui est responsable. À quel niveau? Au niveau national, l'État de Côte d'Ivoire qui légifère, qui fait adopter des lois qui restreignent les libertés individuelles, les libertés fondamentales. Exemple. En juin passé, en juin 2024, mais l'État de Côte d'Ivoire a pris une ordonnance pour encadrer la société civile, pour restreindre davantage. L'ordonnance dit quoi? Mais je vais venir. Mais pour restreindre davantage les libertés fondamentales, les libertés individuelles. Vous voyez? Parce que très souvent, les jeunes, ils prennent des initiatives, ils créent des petites associations, des organisations, et ils commencent à s'engager de manière citoyenne. Ils commencent leur engagement citoyen parce qu'ils veulent prendre leur part active dans la vie démocratique de leur pays. Mais quand on prend un décret à la veille, une ordonnance à la veille des élections pour restreindre les libertés individuelles telles qu'une ordonnance, et ils n'ont pas voulu que ça fasse lieu de débat à l'Assemblée nationale, voilà pourquoi ils ont pris une ordonnance. Comprenez? Parce que ça va à l'encontre des libertés individuelles. D'un côté, on dit aux jeunes, engagez-vous, mais de l'autre côté, on prend des lois. On prend des lois qui restreignent leurs libertés. Vous voyez que derrière, il y a une volonté manifeste. Je vous laisse continuer. Monsieur Khalil, juste attirer votre attention. Vous voyez, de manière factuelle, c'est-à-dire que quand vous dites comme ça, qu'il y a une ordonnance qui a été prise pour restreindre les libertés. Ok, je viens. Non, je viens. Il y a une ordonnance qui a été prise pour restreindre les libertés. C'est pour ça que je vous ai dit que les mots sont très sensibles. Laissez-moi terminer. Tant que vous n'évoquez pas le contenu de cette ordonnance, je vais l'évoquer. Pour celui qui ne connaît pas l'ordonnance, on n'est pas en mesure d'apprécier ce que l'ordonnance dit. Laissez-moi terminer. On va l'écouter. Vous voyez, il y a une ordonnance qui a été prise qui encadre les associations. Et que dit l'ordonnance? Les mouvements de les associations, les organisations de la société civile. Et même les guides religieux ont protesté contre cette ordonnance. L'ordonnance dit quoi? Que dorénavant, les organisations de la société civile ne doivent pas plus se parler entre elles. Oui. Et l'ordonnance aussi dit que les organisations de la société civile qui bénéficient essentiellement des contributions venant de l'étranger n'ont plus droit à recevoir des contributions venant de l'étranger. Or, c'est l'étranger qui leur permet, très souvent, parce qu'ils vivent des legs, des dons qui viennent un peu de partout, depuis la loi de 1960, qui leur permet de mener les activités. Mais l'ordonnance supprime tout ça. Et l'ordonnance dit que toute organisation de la société civile peut faire l'objet d'une dissolution par un décret signé par le président de la République, sans possibilité de recours.
Est-ce que vous comprenez? On vous dissout, c'est-à-dire vous aujourd'hui, on voit que vous dérangez le pouvoir en place. On prend un décret, on vous dissout, c'est fini, on n'en parle plus, c'est classé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous voyez, d'un côté on dit aux jeunes de s'engager, de l'autre côté on se cède l'appareil de l'État pour restreindre la liberté. C'est en cela que moi, je ne suis pas d'accord. On vous a compris, messieurs, venons-en aux solutions, parce qu'on me fait savoir que nous sommes à la fin de cette émission. Une question pour vous deux. Que faut-il changer pour restaurer la confiance des jeunes dans les élections? On va faire le tour de cette question en 2-3 minutes avec la permission de la régie. En une minute. Chiffol. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la confiance de la jeunesse? Je suis engagé dans une perspective de responsabilité. Ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager la jeunesse à participer à la vie de la nation. C'est qu'est-ce que nous, les jeunes, on fait pour participer à la vie de la nation. Et qu'est-ce que vous devez faire? Nous sommes déjà engagés, M. Khalil. La preuve, nous sommes sur ce plateau de télévision. La preuve, je suis président d'une organisation non gouvernementale dénommée l'AIPAC. Cette organisation lutte pour l'avènement de l'intelligence collective en Côte d'Ivoire, la collaboration entre les leaders de jeunesse à la réflexion sur les questions essentielles. Nous sommes déjà engagés, M. Khalil, parce que mon frère Kwasi sur ce plateau, déjà, s'est déclaré candidat à la présidentielle. Nous sommes engagés parce que les organisations de jeunesse fleurissent en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut maintenant, c'est comment on se coordonne entre nous, comment on fait, comment on réfléchit pour proposer, pour que notre contribution à la nation, à la vie de la nation, soit mieux valorisée. Vous comprenez? Moi, je me mets dans cette perspective. Je me mets dans la perspective de celui qui s'interroge sur ce qu'il doit faire pour sa nation. Et qu'est-ce que vous devez faire? Moi, pour ma nation, pour la Côte d'Ivoire, je suis en mesure de réfléchir sur des questions essentielles. Je prends un exemple. La dernière fois, on a eu par exemple la mise à disposition du rapport Bloomfield, de l'agence de notation Bloomfield de M. Stanislas Zézé. Oui. Monsieur Khalil, j'ai pris ce rapport, je le parcours. Je parcours ce rapport. Je vois les informations qui sont véhiculées dans le rapport Bloomfield. Je vois les performances enregistrées par la Côte d'Ivoire. La position de la Côte d'Ivoire dans le monde. J'essaie de voir à quel niveau est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire. Monsieur Khalil, en tant que jeune, j'essaie de réfléchir à la Côte d'Ivoire de 2050. Je réfléchis à la Côte d'Ivoire de 2070. Si nous nous mettons dans cette perspective, je vous assure que les jeunes... Monsieur Khalil, je vous le dis, et nous allons l'encourager. On a le temps pour faire tout ça, surtout que la lecture n'est plus dans les habitudes. Ils doivent avoir le temps. Et nous, en tant que leaders de jeunesse, nous devons les encourager dans ce sens. Parce que c'est l'unique alternative pour qu'on puisse s'offrir une place de choix dans le peloton des grandes nations du monde. On doit s'intéresser aux questions essentielles du pays. Lire ces différents rapports-là, s'informer sur l'état de la Côte d'Ivoire, prendre des initiatives, proposer au gouvernement ivoirien, proposer aux différentes autorités. À un moment donné, nous-mêmes, les jeunes, on peut exiger le dialogue politique entre les leaders politiques. On est en mesure de le faire. Donc, M. Khalil, il faut s'inscrire progressivement dans une perspective de responsabilité personnelle dans la vie de la nation. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire ne brûlera plus. Ce n'est pas une affirmation fade, c'est parce que j'ai confiance en cette jeunesse-là. C'est parce que j'ai confiance en nos autorités. D'accord. Voilà. Jean-François, vos solutions? Alors, monsieur Khalil, merci beaucoup. Voyez-vous, Nelson Mandela, en Sud-Afrique, il n'a pas dit que j'ai peur de m'engager. S'il avait eu peur, si Nelson Mandela avait eu peur, aujourd'hui, l'Afrique du Sud serait encore sous le dictat, le joug de l'apartheid. Si le père fondateur Houphouët-Boigny et ses compagnons avaient dit qu'ils avaient peur de s'engager, peut-être qu'aujourd'hui encore, on serait réduit au travail forcé. Si Martin Luther King et ses compagnons, j'en passe, ils avaient eu peur de s'engager. Peut-être qu'aujourd'hui, les États-Unis, les Noirs seraient encore l'objet de certaines discriminations, certaines ségrégations. Quel est le message que vous voulez faire passer? C'est pour dire aux jeunes qu'il faut s'engager. La solution, c'est l'engagement.
C'est la seule solution qu'il y a, c'est l'engagement. Si on veut la liberté, il faut s'engager. Si on veut l'égalité, il faut s'engager. Si on veut la transparence, il faut s'engager. Si on veut la bonne gouvernance, il faut s'engager. Seul l'engagement peut nous garantir tous ces droits, parce que ce sont des droits pour lesquels on se bat. Et nos prédécesseurs, nos aïeux se sont battus pour qu'on ait la vie, se sont battus pour qu'on soit aujourd'hui libre de s'exprimer sur un plateau télé. Alors, nous aussi, aujourd'hui, il nous appartient de nous battre, de sorte qu'on puisse aussi relever des défis de notre époque qui sont notamment la souveraineté, la lutte pour la souveraineté, l'indépendance économique, monétaire. D'accord, merci beaucoup, remercie. messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être venus faire connaître vos opinions sur le processus électoral en Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les antennes de l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission de débat. Au revoir.